Bienvenue pour ce deuxième épisode de cette histoire de l'héroïsme, plutôt une autre histoire de l'héroïsme, puisque nous voici déjà plongés dans les souterrains d'une conscience, dans un monde archaïque, préhistorique quasiment, comme vous avez pu le voir dans cette version proposée par Orson Welles en 1948. Le film qu'Orson Welles a tourné en 3 semaines pour prouver à Hollywood qu'il avait rejeté qu'il était possible de tenir dans une certaine mesure, lui qui est l'homme de la démesure, qui est un homme de la Renaissance égaré dans le XXe siècle, comme l'a dit François Truffaut, et certainement les beaux monstres de Shakespeare. D'ailleurs, il en incarnera plusieurs. Il faut savoir que Welles a commencé en jouant le roi Lear à 11 ans, et qu'il terminera parmi les grands rôles shakespeariens avec Falstaff. Eh bien, il aura toujours incarné ces espèces d'ogres perdus dans un monde trop petit pour eux. Bigger than life, comme on peut le dire. Et il m'a semblé intéressant, parmi les différentes versions existantes de Macbeth, il y a évidemment celle de Polanski, celle de Kurosawa, le château de l'araignée, il existe plusieurs versions, de partir de cette version, puisque précisément, elle est avec son décor de carton-pâte avoué, avec cet univers manifestement préhistorique, avec ces sorcières qu'on voit au début perdues dans la brume et gelées, avec cet accent écossais brutal, rauque et comme primitif, eh bien, il est à mon avis le signe que Shakespeare montre avec Macbeth un cauchemar, et un cauchemar qui plonge ses racines très profondément dans la vie. C'est effectivement l'une des questions posées par Macbeth, que celle de l'origine du mal et de sa dimension, on l'appelait fondatrice, en tout cas souterraine. Alors, pourquoi avoir choisi cette étape-là, après la brève histoire de l'héroïne que nous avons évoquée la dernière fois ensemble? Parce que, très certainement, Macbeth, qui est une des pièces les plus courtes de Shakespeare, eh bien, Macbeth représente comme la quintessence d'un certain modèle, pourrait-on dire, une sorte de chevalier négatif, un contre-modèle héroïque, et pourtant, je maintiendrai qu'il s'agit bien d'une forme d'héroïsme. Je l'avais dit un peu la dernière fois, il me semble qu'on ne peut pas mépriser totalement Macbeth, pour différentes raisons. On peut le détester, on peut le considérer comme, d'une certaine manière, veule à certains moments, mais il a un parcours qui, me semble-t-il, est héroïque, et un parcours qu'on pourrait considérer comme une difficile conquête, un difficile apprentissage du crime, avec des obstacles qui sont surmontés. Or, tel qu'on l'avait dit, le héros se définit notamment par une manière de surmonter des obstacles, de braver la mort, d'exposer sa propre vie, et certainement, il y a, de la part de Macbeth, eh bien, une certaine plongée qui, paradoxalement, dans ce monde où, comme le dit Shakespeare au début de la pièce, le beau est laid, le lait est beau, eh bien, il y a une forme d'inversion des valeurs. Et d'ailleurs, on verra que l'une des manières, si vous voulez, de synthétiser cette chose, c'est l'expression de beau monstre. Qu'est-ce que c'est qu'un beau monstre? C'est pour ça que j'ai proposé d'appeler ce moment le moment renaissant. La Renaissance est, comme son nom l'indique, la volonté de faire renaître après un Moyen-Âge considéré comme des temps obscurs. C'est évidemment une propagande, puisqu'il n'y a pas que de l'obscurité loin de là au Moyen-Âge. Il faut regarder les cathédrales pour s'en rendre compte. Merci pour cette lumière qui baisse d'ailleurs de façon très opportune. Un peu plus d'obscurité. Et la lumière sera plus claire. Donc, en tout cas, il y a avec la Renaissance la volonté de faire renaître une certaine lumière, mais avec également des zones d'ombre. Et sans doute, c'est pour cela que la pièce nous fascine encore. Vous savez que cette pièce est considérée comme maudite par les comédiens, les metteurs en scène. On considère que c'est une pièce qui porte malchance à quiconque l'approche. Je salue ceux d'entre vous qui s'y sont frottés et l'ont traversé, avec, je pense, bonheur. Eh bien, en tout cas, cette pièce est comme une sorte de noyau de nuit qui manifeste un certain esprit, un certain rapport esthétique de la Renaissance, à la fois à l'éthique et à la beauté. Alors, pour aborder cette œuvre, je parlerai de Macbeth, mais c'est à propos de Macbeth que j'aimerais réfléchir à ce modèle du héros que j'ai appelé héros du mal. La première question qui se pose, c'est certainement ce paradoxe qu'est un chevalier négatif. Chevalier négatif, quand on sait que le chevalier est au contraire le modèle positif, puisque le personnage historique sur lequel se base Shakespeare en le transformant comme toujours date du XIe siècle, Macbeth écossais, eh bien, donc le cœur du Moyen-Âge, eh bien, ce personnage médiéval-là
ils le font comme une forme d'anti-Roland, si vous voulez, d'anti-preux, la figure du preux, la figure de l'homme qui redresse les torts. Donc, pour comprendre ce chevalier négatif, il faut partir évidemment du mal et en quelque sorte, de la nature, pourrait-on dire, du mal, ou de la dimension peut-être naturelle du mal. Qu'est-ce que le mal? Question qu'on n'essaiera pas de résoudre exclusivement ce soir, je vous rassure, parce qu'il s'agit quand même de parler d'œuvre et pas seulement de questions métaphysiques, mais on ne peut pas parler évidemment du mal et de Macbeth sans parler d'enjeux métaphysiques. Eh bien, le mal peut être considéré de façon diverse. Peut être considéré comme un manque de bien. Par exemple, quand Platon fait dire à Socrate que nul n'est méchant volontairement, il signifie que le mal est un défaut de conscience, un défaut dans la quête du bien, et qu'en fait, chacun cherche le bien, cherche son bien, en tout cas cherche une forme de bien, et donc le mal se définit par contraste, par défaut. C'est un manque, c'est quelque chose qui n'est pas accompli. Il n'y a donc pas de positivité du mal, il n'y a pas de mal qui serait en quelque sorte une puissance en soi. C'est simplement un moins, un manque, c'est du négatif. Et à partir de là, pour prendre un certain paradigme chrétien, le mal c'est effectivement une forme de, j'allais dire, de trébuchement sur la route du bien. C'est une glissade. Si vous prenez le péché originel, eh bien, ce qui fait déchoir, ce qui fait tomber, c'est d'abord une tentation. Une tentation qui fait sortir d'un certain équilibre, qui était considéré comme le bien, et cette tentation-là, avec un personnage féminin, et on verra que justement cette figure de la femme, dans Macbeth notamment avec les sœurs, on traduit par les sorcières, mais le titre exact c'est The Weird Sisters, donc les sœurs étranges, les sœurs fatales, les sœurs bizarres. Donc ces sœurs, qui sont trois, comme souvent chez Shakespeare, eh bien, elles représentent cette part obscure, ce continent noir qu'on pourra appeler continent féminin, et en tout cas, le mal est attaché à cette figure féminine de la tentation originelle qui est elle. Donc c'est une première manière de voir le mal, comme cette chute-là, dans un désir, évidemment, et un désir, alors, peut-être de connaissance, qui peut être d'appropriation, je n'entre pas dans cette discussion. Après, il y a une deuxième figure essentielle du mal, qui n'est pas simplement par tentation ou par détournement, mais qui est par, j'allais dire, par excès, par débordement. C'est la figure de Caïn, qui est évidemment associée à celle du criminel. La marque de Caïn, dira-t-on, un fameux poème de Victor Hugo, La Conscience, montre Caïn qui, après son crime, après le crime inaugural, après avoir assassiné son frère Abel, est contraint à l'errance avec cet œil, vous vous en souvenez, avec le dernier vers célèbre, plus loin, et l'œil était dans la tombe, et regardez bien. Donc l'œil de la conscience qui ne cessera de poursuivre jusqu'au bout. Et on verra là aussi que pour Macbeth, cette question de la conscience du crime, et un dépassement peut-être de certaines formes de conscience, a peut-être une portée. Donc, en tout cas, qu'un autre modèle, si vous voulez, des criminels, pour le coup, avec le meurtre, je vous ferai remarquer d'ailleurs que ce type de geste est un geste qui se retrouve dans différents contextes culturels. Ainsi, si vous prenez la naissance de Rome, cela commence aussi par un fratricide. Romulus tue Rémus à cause d'une dispute, parce qu'il s'agit de tracer les portes de la ville, et dispute survient, et donc Rome naît du sang du frère. Tu es mon frère, donc je te tue. On verra que une des dimensions de Macbeth, c'est la tyrannie, et que le tyran est celui qui prend la place de son frère, comme dans Hamlet. L'oncle qui remplace le père. Donc, c'est un déplacement, donc on tue le frère, et ce premier geste-là va donner cette marque de Caïn et cette malédiction qui va se poursuivre. Donc voilà, si vous voulez, pour commencer, puisqu'il s'agit bien d'un fond chrétien, et ce n'est pas un hasard que l'une des choses qui atteint le plus Macbeth dans la pièce, c'est de ne pas pouvoir dire Amen. Dans la scène qu'on a commencé à montrer, malheureusement, il n'y a pas les sous-titres, mais à la limite, c'est plutôt l'atmosphère qui est ici intéressante, cette espèce d'atmosphère crépusculaire. Macbeth, après avoir commis son crime, dira « Pourquoi est-ce que je n'ai pas pu dire Amen ?» Je n'ai pas pu dire Amen. Je ne peux plus dire Amen. Macbeth, a tué le silence. Donc quelque chose s'est brisé avec cet acte
Macbeth va basculer dans un autre ordre qui leur a mis la moitié de la pièce à atteindre et il va passer dans une autre dimension. Donc, ce crime-là, ce geste-là, brise un certain ordre et projette dans un autre champ. Donc, à partir de là, on pourrait thématiser, si vous voulez, ces figures de maléfiques, on va dire comme ça, sous différentes formes. Il y a le pécheur, celui qui ne respecte pas une loi, en l'occurrence divine, qui donc pêche. Alors nous sommes, d'après la vision chrétienne, tous pécheurs par nature, pécheurs, le péché originel, et tentons de dépasser ce péché. Bon. Après, et c'est un autre rapport, il y a le méchant. Le méchant n'est pas seulement le pécheur qui fait une faute, qui lui trébuche. Le méchant a une forme de volonté. C'est-à-dire qu'il veut le mal. Que signifie vouloir le mal? Selon Platon, je l'ai dit, rien. On ne peut pas vouloir le mal, c'est une contradiction dans les termes. Que signifie cette volonté de faire le mal? On va se demander d'ailleurs si Macbeth veut le mal. Que veut exactement Macbeth? On verra aussi que chez d'autres personnages, il y a une volonté du mal. Et Macbeth, à mon avis, est une étape chez Shakespeare dans la gradation des personnages maléfiques. Et on verra jusqu'où on va. En tout cas, avec Macbeth, on est au début du processus, de cette quête, en tout cas, peut-être pas quête, mais cette tentative d'accéder à ce point. Donc, avec cette volonté du mal, le méchant, lui, va affirmer quelque chose. Alors, affirmer quoi? Alors, c'est là qu'il y a un certain nombre de discussions. Eh bien, par exemple, selon le philosophe Hegel, il y a une sorte d'affirmation plutôt de négation infinie. C'est-à-dire que celui qui est méchant va nier, va passer son temps à nier, à dire non, 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 je suis contre, je ne veux pas ça. Et donc, son geste sera ce qu'il appelle le mauvais infini. C'est-à-dire une forme éternelle de négation, de contestation, de remise en cause de l'ordre, et donc une volonté qui est une volonté qui n'a pas de réalisation positive, une volonté qui s'exerce négativement. Ça, c'est le méchant, donc c'est un certain usage de la volonté dans une mauvaise direction. Après, il y a un troisième degré, si j'ose dire, et ce degré, encore plus profond, n'est pas seulement lié à l'acte de faire le mal, ou au fait de le vouloir, mais au fait d'en jouir. Et c'est ce qu'on pourrait appeler le pervers. Le pervers, la perversité, au sens quasi psychanalytique du terme, c'est le fait non seulement de faire le mal, de le provoquer, mais c'est le fait de le désirer en tirant une jouissance. Je ne parle pas de la perversion au sens psychanalytique, je parle pas de la perversité, c'est-à-dire le fait de savourer, on pourrait appeler la cruauté, une certaine forme de cruauté, le plaisir tiré du mal infligé à autrui. Vous prenez par exemple le film de Pasolini, Salo, les 120 journées de Sodome, qui est un film extrêmement violent, le dernier film de Pasolini avant d'être assassiné sur une plage d'Ostie, peut-être par l'extrême droite, peut-être pour un crime sexuel, on ne sait pas. En tout cas, c'est un film limite, et dans ce film, il y a deux figures qui se rencontrent. Ce n'est pas un hasard qu'on parle par rapport à Macbeth. Il y a une figure qui est une figure de la tyrannie extrême, qui est celle du fascisme, la République de Salo de 1943, lorsque Mussolini a été rétabli par les nazis et crée cette espèce de république folle qui va jusqu'au bout. Et puis, Sade, les 120 journées de Sodome. Donc Sade et le fascisme donnent ce film Salo. Et quand on parlera du héros libertin, du mot de la destruction, on verra qu'effectivement, on n'est plus seulement dans la pensée et la volonté du mal, mais dans une espèce de quête de destruction radicale. Pourquoi est-ce que j'en parle? Eh bien parce que, justement, il y a dans ce film, qui est assez insoutenable à certains égards, on a vu d'autres choses bien pire depuis, mais il y a une jouissance dans le mal, organisée, méthodique, qui est extrêmement difficile à supporter. Alors, me direz-vous, oui, mais Macbeth, dans ce schéma, où se trouve-t-il? Eh bien, c'est là que ça devient extrêmement intéressant. Macbeth n'est pas, en tout cas pas au début, dans la jouissance du mal. On pourrait même dire, d'une certaine manière, que Macbeth va faire la difficile conquête, et même à son corps défendant, d'une certaine manière, du mal. Il n'est pas dans cette volonté d'accomplir le mal pour lui-même, c'est plutôt le trajet de quelqu'un qui a une réticence au mal, et qui va passer tout le début de la pièce à dire, à donner des raisons pour lesquelles il résiste, pour lesquelles il n'ira pas jusqu'au bout. Et il faudra l'intervention de sa femme, Lady Macbeth, dans une certaine dynamique, pour qu'il passe à l'acte, celle que nous voulons voir.
Donc, à partir, si vous voulez, de cette première constellation rapidement tracée du rapport au mal, trois figures, le pécheur, le méchant, le pervers dont l'un des plaisirs est précisément, là, au sens analytique du terme, de défier la loi. Le pervers a besoin de la loi pour la transgresser et jouir de la transgression. Eh bien, on a ici une question, où se situe Macbeth? On va voir que Macbeth traverse et évolue différents degrés. Alors, sur ce fond de mal, si vous voulez, eh bien, il y a un modèle qui s'est construit en antagonisme direct. On ne peut pas comprendre, d'ailleurs, ce modèle sans partir de ce fond maléfique. C'est le modèle du chevalier. Et avant le modèle du chevalier, c'est le modèle du saint. Le saint, c'est le héros du bien. C'est celui qui, justement, va non seulement ne pas entraîner la souffrance de l'autre, mais être capable de lui-même souffrir pour l'autre. Évidemment, le paroxysme de cela étant le Christ qui a pris tous les péchés du monde et donc qui a souffert une souffrance infinie pour les hommes entiers, tous, et qui donc a été jusqu'au sacrifice. C'est un renversement complet ici, et dans cette abnégation-là, dans ce sacrifice, il y a un bien pour les autres qui passe par un mal infligé à soi-même. Donc on voit là que le saint procède par une certaine chose qui est exactement l'envers du méchant, c'est-à-dire par l'empathie, la compassion, la pitié. Autrement dit, la capacité à s'identifier à l'autre, à se mettre à la place de l'autre. On pourrait dire d'ailleurs à ce stade, et on verra que pour Macbeth justement, lorsqu'il passe cette limite-là, il est passé de l'autre côté, eh bien on pourrait dire que ce que dit Kant à propos de la loi morale est une bonne manière de faire un certain départ entre le bien et le mal. Cette phrase est très simple, c'est « ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fît ». Autrement dit, essaie toujours de considérer l'autre comme une fin et pas comme un moyen. Autrement dit, l'autre comme un être humain et pas comme une chose, comme un objet. Peut-être que c'est là, dans ces temps confus, où la norme du bien et du mal est parfois difficile à saisir, et d'ailleurs le début de la pièce c'est le beau est laid et le laid est beau, nous sommes dans un monde de confusion des valeurs, confusion du sens, peut-être que ce principe-là, de considérer l'autre comme une fin et non pas comme un moyen, est un critère entre le bien et le mal, puisque c'est la capacité à soi-même se projeter dans l'autre comme humain, et ne pas simplement faire passer son intérêt, son désir, avant celui de l'autre. À partir de là, on va voir toute la complexité et le trajet accompli par Macbeth. Donc, ce saint, eh bien, ce saint, lorsqu'il est croisé avec le héros antique, pour ceux qui avaient pu voir le parcours que j'ai proposé la dernière fois, cette figure du saint-là, qui va se dévouer, se sacrifier, et donc, par son exemple, surtout, inspirer les autres, le saint est un modèle, eh bien, lorsque vous y ajoutez la dimension du héros, cette fois-ci antique, du héros qui est capable d'exposer sa vie, et je dis pour sauver une cause, une communauté, en tout cas au nom de valeurs, eh bien, vous aboutissez au chevalier. Le chevalier, c'est un saint et un héros, c'est donc une sorte de croisement entre un désir de paix qui est censé être ce à quoi aspire le saint, la paix des hommes, l'équilibre, l'harmonie, et puis le moyen de la guerre pour y parvenir. Car contre quoi lutte le chevalier? Le chevalier est un redresseur de tort. Il redresse les désordres du monde. Donc, sur un fond maléfique, il est celui qui va remettre les choses à leur place, défendre la veuve et l'orphelin, etc. Et c'est pour ça que le chevalier affronte les monstres. Donc là, avec ces différentes définitions, différentes, en tout cas, tentatives d'explication, on est en train de cerner, par contre-coup, ce qui va constituer la spécificité de Macbeth. Et la spécificité de ce type d'héroïsme paradoxal, héroïsme négatif, c'est-à-dire ce héros du mal. Que faut-il pour qu'il y ait un héros du mal? Eh bien, il faut certainement une certaine forme de progression, de conquête, à travers des obstacles qui sont surmontés, et d'abord, comme toujours chez les héros, sur eux-mêmes. Macbeth va surmonter un certain nombre de réticences. Certes pas dans un but positif, puisque ces réticences
ne vise à rien moins qu'empêcher le meurtre du roi. On va voir qu'en plus, toutes les circonstances incitent à ne pas accomplir ce meurtre. C'est l'une des scènes clés de la pièce, lorsque Macbeth dit « je ne peux pas le tuer, il est sous mon toit, il est l'hospitalité, il s'est mis sous ma protection, ce serait un parjure. » Donc toutes les raisons sont contre le crime. Et pourtant, Macbeth va passer outre, et dans cette espèce de dépassement-là, Nietzsche dirait par-delà le bien et le mal, le fait de dépasser cela, eh bien, une espèce de basculement. Alors après, pourquoi est-ce qu'il n'est pas simplement un méchant, mais qu'il y a quelque chose, à mon avis, de beaucoup plus fort? C'est parce que, si vous suivez la ligne, une fois que Macbeth a surmonté ses scrupules, a commis son premier meurtre, eh bien, on entre dans une logique qui est une logique infinie. Et sans doute que l'héroïsme, en tout cas une certaine forme d'héroïsme, a à voir avec un projet métaphysique. Un projet qui est un projet qui sort simplement du monde où il y a des intérêts qui sont particuliers, etc., mais un projet qui ne s'arrêtera devant aucune limite. Lorsque, par exemple, Macbeth se retrouve seul à la fin, abandonné de tous, certains tremblent devant lui, et qu'il dit « je mourrai les armes à la main, personne ne peut m'atteindre », il y a chez lui une forme d'héroïsme. Même si c'est un héroïsme fou, bien sûr. Mais il y a quelque chose, si vous voulez, on le verra chez l'autre figure shakespearienne, comme, finalement, une manière d'assumer un destin, supposer que ce soit un destin, en tout cas assumer une certaine trajectoire jusqu'au bout et tenir cette position, et finalement devenir, eh bien, se constituer comme une figure héroïque, certes détestée, mais héroïque envers et contre tous. Évidemment, c'est un héroïsme négatif, un héroïsme, on va le voir, de la tyrannie et du négatif. Donc, avec ce premier temps, cette question du héros négatif, du héros paradoxal, on va voir qu'il y a différents, maintenant, deuxième moment de cette proposition, on va voir qu'il y a différents paliers, différents seuils, qui sont franchis et qui posent à chaque fois des questions fondamentales. Et c'est pour ça que cette pièce est une pièce, à mon sens, qui plonge très profondément ses racines dans la psyché d'un certain nombre de questions, qui sont des questions morales, mais aussi des questions vraiment de sens, des questions métaphysiques. Évidemment, le premier seuil, si vous voulez, la première question essentielle est celle de la liberté. Première question qui est posée par la pièce. Que veut Macbeth? Est-ce que c'est Macbeth qui veut, ou est-ce qu'il est voulu? Est-ce qu'il est traversé? Prenez par exemple Richard III. Richard III, première scène. Lorsqu'il déclare à la face du monde qu'il va tout braver et tout faire pour devenir roi, tuer tout le monde s'il le faut, à commencer par ses frères, il a cette phrase « I'm determined to be a villain ». Je suis déterminé à être méchant. Absolument génial, comme tout chez Shakespeare. Je suis déterminé à être méchant. Ça signifie deux choses. Je suis déterminé au sens où j'ai la volonté absolue d'être méchant. Mais, non seulement j'ai la volonté, mais ça veut dire aussi, je suis déterminé au sens où je subis l'influence de quelque chose d'extérieur, en l'occurrence, un destin. Et là où c'est génial, c'est que Shakespeare ne choisit pas. La phrase veut dire les deux. Je suis déterminé veut dire à la fois, j'ai la volonté, donc j'ai choisi, je suis libre, c'est moi qui veux. En même temps, je suis voulu, je suis agi, je suis traversé par des causes qui me dépassent. Allez savoir ce que ça veut dire. Dans le cas de Macbeth, c'est évidemment à travers les sorcières, en tout cas les sœurs fatales, que se pose cette question du destin, en tout cas de la liberté. Est-ce que Macbeth est poussé de façon absolument nécessaire au crime par ces trois sœurs qui sont, comme le dit le texte, mi-homme, mi-femme, mi-animaux, on ne sait pas ce qu'elles sont, elles sont dans l'indéterminé, comme dans un cauchemar. D'ailleurs, dans cette version de West que je vous recommande, on ne voit pas leur visage. Elles ont des barbes aussi. Donc, entre les sexes, confusion des âges, et puis d'ailleurs, cette figure de la femme qui vit dans les Landes, cette femme stérile, qui va façonner dans son chaudron, eh bien, c'est évidemment un fantasme terrifiant pour l'homme.
Ça n'est pas celle qui donne la vie, mais celle qui casse, celle qui tue, celle qui empêche. C'est pour ça que la sorcière a été persécutée à travers tout le Moyen-Âge, puisque c'est la sorcière et la figure terrifiante que, justement, on va brûler. Donc ces sorcières-là sont celles qui disent « Salut Macbeth, toi qui seras roi ». Donc elles disent ce qui sera, pourrait-on dire. Oui, mais avant cela, Macbeth n'a jamais pensé à être roi. En tout cas, rien ne le dit. En tout cas, ce que lui dit, c'est qu'il n'avait jamais été traversé par l'idée avant qu'elle lui soit donnée. Certes, mais dès que l'idée lui est donnée, instantanément, aussitôt, comme dans un cauchemar, comme dans un rêve, Macbeth associe l'idée de royauté à celle du peuple. Ça n'est pas nécessaire comme raisonnement. On aurait très bien pu imaginer que, par exemple, je serai roi, ah donc Duncan va mourir devant naturel, et il va me léguer la couronne. Non, non, instantanément, l'annonce entraîne la pensée du peuple. Comme si, d'une certaine manière, la possibilité d'un chemin entraînait de façon nécessaire sa réalisation. Et comme si ça activait quelque chose qui demandait qu'à être épanoui. Donc, on est là, si vous voulez, à mi-chemin entre le déterminisme et la liberté. Est-ce qu'il est poussé au crime, ou est-ce que le crime est déjà en lui et ne demandait qu'à s'épanouir? Vous savez, il y a parfois de ces figures, il y a des personnages où un homme dit à un garçon de 5 ans, je sais très bien que tu seras criminel, je le vois sur ton visage. Évidemment, c'est une manière d'éducation parfaite, mais cette idée que la chose est déjà là en germe et qu'elle ne demande qu'à surgir. C'est toute la question après, de la part non seulement de liberté de choix, mais de l'éducation et de ce que vous pouvez transformer. Donc cette question de la liberté ou de l'enchaînement fatal des choses se pose, et Macbeth est le lieu de cette question-là. Et c'est une question qui a évidemment été éminemment débattue, de savoir la marge de manœuvre qu'on a par rapport au mal. Après, tout dépend de votre point d'origine. Si vous partez du fait que l'homme naît méchant et que le bien est une conquête, eh bien, effectivement, il a le chemin à parcourir. C'est par exemple ce que dit Hobbes. L'homme est méchant. Pas méchant d'ailleurs par une volonté maléfique, il n'est pas pervers. Non, non, il est méchant parce qu'il pense uniquement à lui. Vous prenez le Léviathan de Hobbes, il dit que l'homme, à l'état naturel, à l'état de nature, il veut simplement son propre intérêt. Et donc il veut étendre ses désirs jusqu'à ce que ses désirs imposent une limite, et cette limite ne sera qu'extérieure. Cette limite ne sera jamais imposée par lui-même, c'est une limite qu'il va rencontrer dans l'autre. Par exemple, eh bien, je veux ce pull, monsieur, je le prends. Voilà, vous résistez, vous avez bien raison. Eh bien, la limite, c'est l'autre. Voilà, la limite, c'est l'autre. Simplement, s'il n'y a pas un ordre qui va faire en sorte que, au lieu de voler le sac de madame, là, je me retiens, ou qu'un policier entre pour m'interrompre, évidemment, nous allons tous nous entretuer. Et c'est la loi du plus fort. Rien n'arrête mon désir que l'obstacle extérieur. Donc, c'est pour ça qu'il y a une méchanceté au sens où Hobbes l'entend, c'est-à-dire que l'homme suit naturellement son désir, et son désir peut être infini, jusqu'à ce qu'il rencontre une limite. Et comme le dit Hobbes, dans ce cas-là, le monde et la vie est courte, brutale et imprévisible, puisqu'on peut se retrouver tout de suite confronté à plus fort que soi. Donc, ce n'est pas ce type-là de méchanceté auquel je pense dans le cas de Macbeth. C'est-à-dire qu'on peut considérer qu'il y a quelque chose de plus profond que cela, puisque, d'une certaine manière, il veut, à travers cette royauté-là, quelque chose, peut-être quelque chose d'autre, quelque chose, on va le voir, qui est de l'ordre du fantasme. Alors, si vous partez de cette hypothèse que l'homme est méchant et donc le bien est une conquête, vous avez après besoin de créer un État pour contrôler l'homme, mais par contre, vous pouvez faire un chemin totalement inverse. Ce chemin, c'est celui de Rousseau, qui considère que l'homme commence bon et que il dégénère. Voilà. Donc il n'y a pas du tout de héros du mal. Pour le coup, pour Rousseau, il y a une sorte de décadence et qu'on devient méchant avec la civilisation. Et toute l'histoire de la civilisation n'est que l'histoire de la décadence pour devenir de plus en plus intéressé, de plus en plus égoïste, de plus en plus méchant. Donc, cette histoire-là, si vous voulez, c'est deux conceptions sur le bien. Et ici, avec ce beau monstre de la Renaissance qu'est Macbeth, on est
incertitude d'un homme qui est d'abord présenté comme un soldat. On sait quasiment rien de Macbeth. On sait que c'est un soldat brave, qu'il a gagné la bataille, qu'il a du courage. Voilà. C'est à peu près tout. Une page vierge. Et de cette page vierge vont naître toutes ces pensées. Donc, première question, celle de la liberté, du choix ou du déterminisme. Fait-on le mal parce qu'on y est poussé, ou bien parce qu'on le choisit? Et peut-on choisir le mal? Que signifie choisir le mal? Il y a des figures qui sont des figures qui se veulent héroïques en disant je choisis le mal et c'est cette manière de m'affirmer face au monde et je serai un criminel extraordinaire. Il y a par exemple un film à cet égard qui pose vraiment la question, c'est M. le Maudit, film expressionniste de 1932 de Fritz Lang, réalisé un an avant que Lang ne s'enfuit aux États-Unis, les nazis prennent le pouvoir et qu'il est juif. Eh bien, dans ce film, vous vous en souvenez peut-être, il s'agit d'un meurtrier d'enfants qui terrorise la ville et il n'est arrêté que parce qu'il y a une organisation, une forme de pègre qui va le capturer et le juger. Et lorsqu'il passe en jugement devant ce tribunal paradoxal, il dit « Je veux m'arrêter, oui, ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich muss, ich kann nicht. Je ne peux pas. Je dois, je ne peux pas. Je dois, je ne peux pas. » Donc, la pulsion, justement, la pulsion, c'est ce qui pousse de l'intérieur. Voilà. C'est ce qui vous pousse, ce que vous ne pouvez absolument pas. C'est à la frontière du freud du biologique et du psychique. Hein. C'est ce qui vous amène à faire quelque chose et ça vous traverse. C'est pour ça que je parle de couche archaïque. C'est de l'ordre du désir. Et on sait que chez Freud, il y a deux formes de pulsion, une pulsion de vie et une pulsion de mort. Il a théorisé après la Première Guerre mondiale en disant, vu les massacres qui viennent d'avoir lieu, l'homme ne cherche pas simplement à affirmer la vie, la libido, mais il y a clairement une volonté de destruction. Donc, cette pulsion, pulsion de mort de soi ou de l'autre, on verra que c'est lié, eh bien, on peut se dire que Macbeth, dès qu'il y a l'activation par la prophétie, eh bien, il l'a fait advenir. Donc, première question, on voit qu'elle ouvre sur beaucoup de choses. Hein. Qu'est-ce que la responsabilité? Le criminel est-il responsable de ses actes? Voilà. Les questions morales, juridiques sont gigantesques, évidemment. On peut considérer que tout criminel est la victime de... le violeur en série est victime de lui-même. Certains, d'ailleurs, nous diront il faut m'enfermer parce que je ne peux pas faire autrement, je suis traversé. Question de la liberté, premier palier. Deuxième palier, c'est la question de l'imagination, qui pour moi est fondamentale pour Macbeth, et c'est pour cela, à mon avis, qu'en un certain sens, il a une dimension poétique et, je pense, métaphysique. Macbeth est un homme qui imagine. Il ne cesse d'imaginer. Il ne cesse de projeter. Il imagine tout de suite ce qu'il sera. Il imagine le meurtre. Il s'imagine roi. Il imagine les raisons d'agir ou de ne pas agir. Peut-être même qu'il imagine d'ailleurs le couteau, le poignard qu'il doit traverser. On ne sait pas si c'est une apparition ou si c'est fantastique, justement. C'est le propre du fantastique qu'on ne sache pas si c'est réel ou si c'est un désordre du réel. Eh bien, tout cela, en tout cas, il le voit. Il voit arriver le fantôme de l'homme qu'il a tué, Banquo, son ami, et l'accusé, alors que personne d'autre ne le voit. Son naturel, peut-être, imagination, peut-être aussi, comme lui suggère sa femme, c'est votre folle imagination, vous rêvez, il n'y a rien. Et même de cette forêt qui marche, cette forêt à la fin de la pièce, lorsqu'on lui dit, lorsque les sorcières lui ont dit, tu seras battu lorsque le bois se mettra en marche, eh bien, cela même est comme une vision fantastique. Donc, Macbeth, quand je dis que c'est un homme qui imagine, c'est un homme qui fantasme. Il y a cette puissance, si vous voulez, de création d'images. C'est pour ça que la pièce est évidemment poétique et qu'elle convoque le surnaturel, qu'elle convoque les apparitions, les imaginations, et que Macbeth ne cesse de voir. Il voit l'autre monde, il voit son avenir, il est dans un autre plan. Et pas simplement dans le plan du pur intérêt, qui serait le petit voleur qui va trucider pour prendre une bourse. Il se place dans un autre plan, qui est un plan infini, puisque c'est un plan imaginaire. Donc, il y a déjà, si vous voulez, dans toute cette dimension-là, une forme, pour moi, de dépassement qui fait que ce personnage fascine et que vous pouvez le voir jouer admirablement par Wells en figure d'halluciné, traversé, et en tout cas, qui dépasse le plan simple du réel. Liberté, imagination. La troisième faculté, si je veux dire, c'est la volonté.
c'est une question qui n'arrête pas d'être posée dans la pièce, de ce qu'il veut et de ce qu'il ne veut pas. Ce qu'il doit vouloir, ce qu'il a le droit de vouloir, ce qu'il n'a pas le droit de vouloir. Évidemment, la volonté est liée au scrupule. Le scrupule, vous savez, c'est le petit caillou qu'on a dans la chaussure qui vous empêche de marcher, littéralement. Donc c'est ce qui fait que vous boitez, le scrupule. Donc, en même temps, ça ne vous empêche pas complètement de marcher. Donc vous pouvez avancer, mais vous avez quelque chose qui vous gêne, là. C'est ça, un scrupule. Donc, le scrupule, c'est ce qui l'arrête, et ces débats qu'il a, et c'est pour ça qu'à mon avis, cette pièce est aussi fascinante, c'est que vous adoptez durant la pièce le point de vue de Macbeth. Avec tous les monologues, tous les apartés, vous suivez son évolution intérieure. Vous êtes en lui. Si vous êtes en lui, vous le comprenez. Vous le comprenez en tout cas en partie. Vous comprenez quelque chose de lui. Vous n'êtes pas placé devant quelqu'un d'extérieur qui serait complètement opaque, qui serait comme un serial killer que vous ne comprendriez pas. Vous avez tout son cheminement, vous avez ses résistances, vous avez ses doutes, vous avez ses questions, vous avez ses peurs. Macbeth a peur. Et vous avez finalement ses décisions. Et ses retours. Donc cette question de la volonté et du scrupule, elle est évidemment à penser comme un couple, et là un couple pour le coup qui est sexuel, avec Lady Macbeth, avec sa femme. Il y a ici un couple qui est un couple paradoxal, au sens où c'est d'abord Lady Macbeth qui est le principe actif. Macbeth commence par simplement rêver et suggérer ce désir dans une lettre à sa femme. Et lorsque Lady Macbeth lit que le roi, il y a eu la prophétie que le roi va venir, que demande-t-elle? Unsex me, arrachez-moi mon sexe, débarrassez-moi de mon sexe. Donc, d'une certaine manière, elle se dépouille de sa féminité, elle devient puissance virile, elle devient l'inverse de ce qu'elle est, et ce qui va lui permettre de reprocher à Macbeth d'être un man. Vous n'êtes pas un homme. Vous n'êtes pas un homme, vous ne voulez pas aller jusqu'au bout de votre acte, puisque dans cette société médiévale, l'homme, l'épée, le principe actif, le guerrier, celui qui porte la main, et la femme, celle qui donne la vie. Justement, qu'est Lady Macbeth? Une femme qui, dit-elle, serait capable d'arracher de son sein ses enfants et de leur fracasser le crâne. Donc, cette capacité à devenir non-mère. Et même pas que elle a été un personnage de mère, mais de mère aimante, elle aime ses enfants BD. Elle aime ses enfants et elle les tue dans une forme de défi par rapport à son mari, ce qui en fait une monstruosité, certes, mais elle a aimé ses enfants. Là, ce que dit Lady Macbeth, ça n'est pas du tout qu'elle aime ses enfants, c'est qu'elle pourrait, pour aller jusqu'à ce meurtre, écraser le crâne de ses enfants. Et d'ailleurs, il semble bien que ce couple soit stérile. Ils n'ont pas d'enfant. Comme si le seul enfant qu'ils pouvaient avoir, c'est le crime. Le couple enfante le crime et il l'enfante à deux. Et il le prépare, il le couche comme un enfant, il le parle, il le discute, on le voit dans la scène, il le cuisine, et ils font advenir ce meurtre. Simplement, dans la réalisation de ce meurtre, va se passer un étrange chassé-croisé. C'est comme si la trajectoire de Lady Macbeth était celle-ci. Elle commence en haut par l'affirmation de la volonté, elle pousse au crime littéralement son mari, elle lui donne le courage, elle lui donne les armes, elle lui donne l'esprit pratique d'aller remettre les armes du crime. Et puis à partir de là, eh bien, elle va, une fois que le crime est commis, basculer d'abord dans le remords et puis dans la folie. La fameuse scène de la tâche qu'elle n'arrivera jamais à enlever, en se frottant les mains et en mourant de sa folie. Alors qu'au contraire, une fois que le crime est accompli, Macbeth, lui, loin de sombrer, va d'une certaine manière aller de plus en plus loin, et les deux, comme si lui devenait le principe actif, comme si le crime, d'une certaine manière, l'avait constitué une forme de volonté, une forme de destination, et il dit d'ailleurs, nous sommes trop loin dans le crime pour rebrousser chemin. Quelque chose a eu lieu, et ce quelque chose, qui est comme une perte de virginité morale, si vous voulez, il n'y aura jamais de chemin en arrière, et comme toujours chez Shakespeare, la métaphore est concrète, nous avons tellement pataugé dans le sang que ce serait plus difficile de revenir en arrière que d'avancer. Donc, l'avancée se poursuit, et à chaque crime, eh bien, chaque crime va appeler le suivant. C'est-à-dire que cette dimension-là, cette dimension de la volonté qui est conquise, eh bien, elle va devenir de plus en plus massive. À partir de là, et c'est ce qui, je trouve, est fascinant aussi dans cette pièce, dans cette trajectoire,
c'est la logique du pire et la manière dont chaque étape va surpasser la précédente. Comme si le personnage n'était pas simplement en quête d'un petit bien, certes un bien important, mais qui est la royauté, mais comme si il aspirait à quelque chose, là aussi de l'ordre du fantasme, quelque chose qui le dépasse, le déborde infiniment. Et à partir du moment où il entre à partir du moment où il accomplit cet acte-là, qui est un acte sans retour, qui tue le silence, qui l'empêche désormais d'être sauvé, eh bien, la plongée, en fonction de la dimension qu'on veut voir, la plongée ou l'ascension, en tout cas, le chemin plongé, se poursuit et va se poursuivre sans retour. Il n'y a pas de limite. Il n'y a plus de limite. Après avoir tué le roi, Duncan, Macbeth va tuer Banquo, son ami. Après avoir tué son ami, il va tuer femme et enfant. Et il serait prêt à tuer tout ce qu'il faut. Donc il n'y a pas d'autre limite. Et c'est en cela, si vous voulez, qu'il y a un trajet qui n'est pas simplement celui du petit coupable de larcin. On n'est pas dans le petit, là. C'est un projet fou. Il y a quelque chose de cette perpétuation. Alors, projet, je reviendrai sur ce terme. Mais en tout cas, il y a un chemin qui va jusqu'au bout, et qui va jusqu'au bout, jusqu'à sa propre destruction. Comme si le personnage, c'est là que je voulais en venir, d'une certaine manière, était en quête de sa propre destruction. En ayant traversé d'abord certains désirs, en les ayant assumés, et puis en aboutissant finalement à, à sa propre disparition. Alors, dans ce chemin-là, je me fais qu'esquisser. On a parlé sur un plan qu'on appellerait moral, éthique, voire métaphysique, sur la question du mal. Et cette question du mal, elle est évidemment essentielle à la définition même de l'homme. Vous vous souvenez certainement de la question de l'origine du mal. Est-ce que le mal est naturel? Est-ce qu'il est humain? C'est de ce débat entre Rousseau et Voltaire, lorsqu'il y a eu le tremblement de terre de Lisbonne, en 1755, tremblement de terre qui provoque des dizaines de milliers de morts. Et Voltaire écrit un poème sur le désastre de Lisbonne, où il dit « c'est la preuve que la nature n'est pas bonne, c'est la preuve que le mal est naturel, et que l'homme seul peut trouver un remède à ça. » Ce à quoi Rousseau répond « absolument pas ». Non, absolument pas. C'est l'homme qui est la cause du mal. Pourquoi? Parce que s'il n'avait pas réuni tous ces hommes à cet endroit-là, eh bien, le désastre de Lisbonne, le tremblement de terre, n'aurait pas provoqué autant de morts. Donc c'est l'homme, par sa manière de vivre. Là, on a déjà une réflexion environnementale qui peut nous intéresser en ce XXIe siècle quelque peu périlleux. On voit là qu'il y a une réflexion sur la manière de vivre qui va provoquer un mal qui n'est plus simplement un mal naturel, mais un mal subi, auquel on ne peut rien finalement, mais qui est un mal finalement, on va dire, construit, culturel en tout cas, qui a une part humaine, une part de responsabilité humaine. C'est un débat, évidemment, important que cette question-là, est-ce que le mal est naturel, est-ce qu'il est construction? Et évidemment, dans Macbeth, cette question ne cesse d'être posée. Ce qui est voulu, ce qui est choisi, ce qui est construit, ce qui est subi. Sans doute est-ce pour ça que la pièce nous fascine, puisque nous sommes nous-mêmes traversés de ces contradictions. Voilà pour la dimension que j'appellerais métaphysique. Maintenant, c'est le troisième point que je voudrais voir avec vous, après cette question du chevalier négatif, et puis la question, c'est palier, si vous voulez, dans la conquête du mal, ces questions, eh bien, c'est la dimension politique. En effet, il ne s'agit pas simplement d'un crime parmi d'autres, il s'agit d'un crime politique, puisque Macbeth tue un roi. C'est un régicide. Et donc, Macbeth est l'archétype du tyran. Un tyran avec tout ce que cela suppose de désordre du monde, puisque ça n'est pas simplement un crime privé. On pourrait imaginer une version un peu délirante de Macbeth privé, c'est-à-dire ça se passe dans un HLM, Duncan est un voisin, il y a un syndic. On pourrait totalement réduire, ça a sûrement dû être fait d'ailleurs, on pourrait réduire complètement l'enjeu, alors qu'il s'agit rien de moins que la royauté d'Écosse. C'est quand même, ça n'est pas rien. Voilà. Donc, avec un monde de nobles, de princes. Donc, cette dimension politique est extrêmement importante parce que le tyrannicide, pardon, le tyran, excusez-moi, le régicide, c'est un raccourci, le régicide, c'est un crime contre l'ordre du monde. En tout cas, pour une pensée monarchique.
Parce que le roi, c'est le représentant du principe d'ordre, c'est le représentant de Dieu, en tout cas, c'est ce qui assure l'unité d'une communauté. Donc tuer le roi, c'est tuer le principe qui unit la société, c'est mettre en cause l'ordre même. C'est pour cela d'ailleurs que lorsque il y a eu des régicides ou des tentatives de régicide, le crime était très 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 sévèrement puni. C'était le crime absolu, à la fois contre la personne du roi, qui est sacrée, contre le peuple et même contre Dieu. Si vous prenez Surveiller et punir de Michel Foucault, il écrit en 1975, et bien dans ce texte, Michel Foucault commence par la description d'un supplice. Et ce supplice, c'est celui de Damien, qui est un homme qui a tenté de tuer le roi. Il a donné un coup de canif à Louis XV. Et bien cet homme, pendant 5 pages, Foucault vous raconte son supplice. Il est attaché à 4 chevaux, écartelé, on lui verse de l'huile bouillante sur les plaies. Voilà. Et vous avez pendant 4, et on fait en sorte qu'il ne meure pas, pour que son supplice soit le plus long possible, et tout ceci évidemment avec le maximum de public. Puisqu'il faut montrer le châtiment. C'est pour vous dire que le régicide, alors qu'il ne s'agissait que d'un coup de canif, si j'ose dire. Pas dans le contrat, mais contre le roi. Donc en l'occurrence, ici, le régicide, c'est le crime absolu. Le tyran, en fait, c'est d'abord celui qui prend la place légitime. C'est d'abord l'usurpateur. Je vous le disais l'autre fois, en grec, tyrannos, ça signifie celui qui a pris la place de l'autre. Le dit tyran, ça n'est pas le tyran simplement au sens moderne, ça n'est pas le tyran, celui qui abuse de son pouvoir, c'est le tyran au sens où c'est quelqu'un qui prend une place à laquelle il n'a pas le droit. Cette question de la légitimité est fondamentale, et en fait, elle est constante chez Shakespeare. Vous pouvez absolument lire le théâtre politique de Shakespeare comme une quête de la légitimité. Trouver le souverain légitime, qui peut être un ancien roi qu'on va rétablir, une ancienne dynastie, qui peut être une nouvelle dynastie, comme dans Richard II ou Richard III, qui peut être un conflit entre 2 dynasties, comme dans Henri VI. En tout cas, cette question de la place légitime, du souverain légitime, celui qui va assurer l'unité et la paix du royaume, est centrale. Et tous les désordres que vous voyez dans les pièces de Shakespeare, y compris d'ailleurs les pièces romaines, par exemple, vous prenez Jules César, c'est bien la question du souverain légitime, de celui qui a le droit ou pas de renverser la République. Eh bien, vous comprenez que finalement, ce théâtre est politique au sens où il met en question ce que signifie une communauté, vivre ensemble, et le principe d'ordre de cette communauté. Or, ce que fait le tyran, ça n'est pas simplement qu'il tue un homme, c'est qu'il met en cause le socle même de cette communauté, la structure même de cette communauté. Il défait le monde. C'est pour cela que lorsque les sorcières construisent, façonnent dans leur chaudron, qu'elles font appel à des figures, on est là dans un univers qui n'est pas simplement un univers politique, mais un univers fantastique, parce que ce à quoi participe Macbeth, c'est un désordre profond du monde. C'est une contre-nature. Il y a, c'est pour ça que je parle de héros négatif, il y a un renversement de l'ordre naturel. Le beau et laid, le laid et beau, la nuit et le jour et la nuit, donc confusion des valeurs. Brecht reprendra plus tard en disant, dans Arthur Rouy, des temps terribles où tout est inversé, le temps du fascisme, du nazisme en l'occurrence. Eh bien, dans cette espèce d'inversion totale, dans son renversement de l'ordre des choses, le tyran est celui qui désaxe le monde. D'où dans Hamlet, le temps est hors de ses gonds. Hamlet, prince qui a vu son père, souverain légitime, remplacé par le frère, là aussi, usurpateur. Et vous montre dans Hamlet comment cette usurpation a eu lieu. On la dénonce, et la pièce aboutit au rétablissement, espère-t-on, d'une légitimité. Donc cette question de la légitimité est absolument centrale, et le tyran sait qu'il n'est pas légitime. Donc le tyran est inquiet par nature. Le tyran ne peut jamais être tranquille. D'où la phrase d'ailleurs célèbre de Néron, qu'ils me craignent, qu'ils me haïssent pourvu qu'ils me craignent. Peu importe la haine, mais au moins que je les contrôle. Question du contrôle. C'est ce qui fait dire d'ailleurs à Aristote que le tyran n'est jamais heureux. Il n'a que des ennemis, il doit se protéger de tout le monde, donc il est constamment en train de construire sa défense, sa survie, et comment peut-il le faire? C'est ce que disait
la Boétie dans la servitude volontaire, c'est qu'il peut le faire parce qu'il a autour de lui des gens qui profitent de cette tyrannie. Ce que d'ailleurs Macbeth va faire lorsqu'il va payer des meurtriers. Donc la tyrannie est un système qui repose sur une usurpation, et cette usurpation va se maintenir par la force. Cette force, eh bien, c'est un excès, qui est le despotisme. Despotisme, qui maintenant veut dire tyrannie, c'est l'abus du pouvoir. Quand on dit c'est un tyran, il abuse de son pouvoir. Mais à l'origine, les deux sens sont distincts. Et évidemment, Macbeth abuse de son pouvoir dans tous les sens. Et le juste roi, celui que Shakespeare a sous les yeux en la personne d'Élisabeth, et ensuite dans une autre mesure Jacques Ier, mais en tout cas, ce souverain juste, il est censé arriver à trouver un point d'équilibre et ne pas désaxer par ses désirs intempérés l'ordre du monde. Donc, absence de légitimité, usurpation, 1, et 2, donc, excès de pouvoir, abus de pouvoir, jusqu'au meurtre. Il faut savoir que Machiavel, dans Le Prince, dit qu'un prince, au sens un souverain, ne doit jamais toucher au bien des gens, au bien de ses sujets, ni aux femmes de ses sujets. Parce que si jamais vous portez atteinte à cette intégrité-là, vous allez provoquer une révolte, vous allez briser une certaine limite. Or, c'est exactement, évidemment, ce que fait Macbeth lorsqu'il tue femmes et enfants, et lorsque son désir ne rencontre aucune limite. Donc, il y a un désir tyrannique, c'est pour ça que on peut voir parfois des versions de Macbeth comme très enfantin, cette espèce d'appétit qui ne s'arrête jamais. Mais, et c'est là que je voudrais arriver à un autre point, je dirais que Macbeth n'est pas le pire. Je dirais que Macbeth, c'est la naissance du crime, et c'est un premier, dans la série, si vous voulez, des grands monstres shakespeariens qui nous fascinent, c'est un premier moment, le moment du basculement, on va passer de la réticence envers le crime, du scrupule, jusqu'à le fait de l'assumer et d'aller jusqu'au bout. Donc c'est ce point de basculement, c'est pour ça qu'on est en caméra subjective pendant une bonne partie de la pièce, et on suit ce chemin, et on voit cette construction-là. Mais il y a un deuxième degré, si j'ose dire. Et ce degré, j'en ai déjà parlé un peu tout à l'heure, c'est un degré beaucoup plus radical. Il part d'une certaine manière là où Macbeth, péniblement, va arriver à la moitié de la pièce. Et c'est Richard III. Richard III, c'est un personnage qui, lui, a choisi le mal. Il le choisit. Je le disais, I'm determined to be a villain. Je suis déterminé à être méchant. C'est un choix, en tout cas, ou c'est une détermination, en tout cas, disons que c'est une volonté, c'est quelque chose qu'il embrasse, sans tous les scrupules qui ont traversé Macbeth. Sans d'ailleurs les apparitions, il n'y a pas de fantastique dans Richard III, sauf à la fin, lorsque rattrapé par ses crimes, tous les fantômes vont lui revenir et vont lui dire « Despair and die », désespère et meurt. Une sorte de retour du refoulé, toutes les choses qu'il a voulu évacuer, qui vont lui revenir, puisque dans ce monde-là, le méchant finit toujours par payer ses dettes, le méchant s'en sort pas impuni. Richard, lui, à mon sens, a aussi un projet métaphysique. Et que signifie ce projet métaphysique? Ça signifie qu'il lui manque quelque chose d'essentiel. Il a une faille. Richard, il vous le dit, au début de la pièce, moi, j'ai été jeté dans le monde half finished, à moitié fini. Difform, scattered, démembré. Donc, autrement dit, il a quelque chose d'essentiel qui lui manque. Qui peut être le fait qu'il boite, le fait, peu importe, à la limite, c'est beaucoup plus profond qu'une difformité physique. Quelque chose qui est, chez d'autres personnages, la bâtardise. Là, il a un manque, il n'a pas sa place dans le monde, sa place juste. Eh bien, cela va le faire payer au monde. Il va le faire payer à tout le monde. Au monde entier, c'est un défi jeté à la face du monde. C'est pour ça que je parle de dimension métaphysique. C'est pour ça qu'on n'est pas dans le gag petit, il y a un projet. Et ce projet-là va être d'abord de devenir roi, en tuant, je l'ai dit, ses frères, successivement, en les montant l'un contre l'autre, et puis en tuant finalement ses neveux, et puis en tuant son épouse, et ainsi de suite, et en tuant tout. C'est que rien ne peut arrêter le geste de Richard que lui-même. Et la manière dont le personnage de Richard est d'abord dans une empathie, plutôt un contact direct avec le public, il vous parle comme je vous parle, il est dans ce rapport-là de proximité, il vient s'adresser et on est avec lui. Et à mesure que la pièce avance, eh bien c'est comme s'il reculait, et lorsqu'arrive la fin, il ne traverse plus, il ne peut plus parler avec le public, il est enfermé en lui-même. Et c'est un monologue magnifique lorsqu'il se réveille de ses cauchemars où lui sont apparus tous ceux qu'il a tués,
où il y a une division entre lui et lui-même. Il n'arrête pas de dire « moi et moi-même »,« I, myself ». Qui suis-je? Moi. Moi-même. Qui est le coupable? Moi, je vais être le juge de moi-même. Donc, il est complètement éclaté, et la chose ne peut s'arrêter que lorsque finalement, il sera devenu le bourreau de lui-même, comme le dit Baudelaire, le bourreau de soi-même, celui qui, au bout du compte, fait souffrir les autres, et c'est une manière de se faire souffrir jusqu'à être puni et jusqu'à se détruire. Et je pense qu'avec Richard, on a, si vous voulez, un deuxième degré, une deuxième étape, à une échelle plus basse. D'abord, on est 4 siècles plus tard, c'est la couronne d'Angleterre, c'est la lutte pour le trône. L'échelle politique est plus vaste et le conflit politique est plus ample. Donc, on aboutit là aussi à un passage, un saut du politique à une dimension qui, pour moi, a vraiment une portée métaphysique. Et le troisième degré, dirais-je, qui peut sembler plus étroit, d'abord, en termes d'enjeu, qui ne concerne pas un royaume, qui ne concerne pas une couronne, mais qui, je crois, en termes, si j'ose dire, de pureté du projet, va encore plus loin, c'est la figure de Iago. C'est Iago dans Othello. Qui est Iago? Iago se définit par une chose, I hate the Moor. Je déteste le mort. Et cette haine, dont on n'aura jamais d'explication vraiment. Comme si cette haine était absolument première, irréductible. Elle ne s'explique pas par un défaut, on ne sait pas. Mais il y a un principe de haine. Là, on est peut-être justement dans le pervers, au sens de celui qui veut le mal et qui veut la souffrance, et qui va provoquer cette immense manipulation opérée par Iago pour susciter la jalousie d'Othello, et pour le coup, nous montrer comment on peut torturer une âme jusqu'à ce qu'elle détruise ce qu'elle aime le plus. Donc il y a une jouissance de la destruction, qui ne va reculer devant absolument rien, tout à fait machiavélienne, mais sans avoir en plus la justification d'un projet politique ou d'un bien personnel particulier. Et que dit Iago? Il dit, il faut qu'il se méfie de moi, I am not what I am, je ne suis pas ce que je suis. Je ne suis pas ce que je suis. Donc, il y a une inadéquation entre ce qui va paraître, ce qu'il va montrer, c'est pour ça que c'est des figures de la traîtrise par excellence, et ce qu'il va faire, ce qu'il va vraiment ouvrir. Donc là, si vous voulez, à mon sens, il y a 3 degrés, dirais-je, dans le mal, une forme de résistance et de basculement dans le mal avec Macbeth, un projet maléfique qui aboutit à sa propre destruction parce qu'il y a un sentiment d'illégitimité, un sentiment d'appartenance au monde, en tout cas de rejet par le monde. Et puis, une espèce de geste de destruction, de geste maléfique, qui est l'envers exact du saint, de la compassion, de la pitié du saint. Iago n'a aucune pitié, évidemment. Donc, cet envers-là, eh bien, on l'obtient, même si l'échelle politique est moins vaste, chez cette figure de Iago, qui en plus va pousser le comble lorsqu'il meurt, avant Othello meurt, il va dire comme dernière phrase à Othello, peu importe ce que disent les autres, what you know, you know. Ce que vous savez, vous le savez. C'est que jusque dans la mort, Othello va emporter le doute de l'infidélité de Desdemona. Donc le fait de voir l'autre mourir et de continuer à le torturer en perpétuant le doute, ça montre, si vous voulez, une puissance maléfique paroxystique. C'est pour ça, sans doute, que Iago est le dernier, je dirais, en termes de mal, hein, cette figure chimiquement pure, pas de pureté du mal, mais chimiquement, dirais-je, en termes de personnage. Voilà, si vous voulez, différents moments, différents points de vue sur ce qu'on pourrait appeler un héros du mal, des héros du mal, à partir de Macbeth, dans cette constellation shakespearienne, qui, évidemment, comporte d'autres types d'héroïsme. Avec Hamlet, c'est une autre figure d'héroïsme, bien sûr, avec l'héroïsme de l'amour Roméo et Juliette, mais en tout cas, ce moment-là, sans doute du fait de la démesure même de Shakespeare, vous savez qu'il y a des nouvelles, par exemple, de Borges, qui disent que Dieu s'est déguisé, il s'est déguisé en Shakespeare, et que Shakespeare a écrit Le Monde, et que finalement Shakespeare était Dieu. Il y a aussi d'autres histoires selon lesquelles Shakespeare est un collectif. Donc, il y a une sorte de cas limite, si vous voulez, et avec ces figures, eh bien, il me semble qu'on a des formes d'héroïsme, qui sont des formes d'héroïsme sonores,
et qui nous parle aujourd'hui, et qui résonne à nos oreilles. J'espère que ce que je vous ai dit a pu aussi résonner. Merci. Merci beaucoup. On peut échanger ensemble si vous avez des questions, des remarques, avec grand plaisir. Juste, vous voulez bien utiliser le micro pour qu'on puisse enregistrer à la caméra vos questions. C'est beaucoup plus simple. Merci. Remarque. Vous avez droit au cri de méchanceté aussi, parce qu'on a parlé de méchants. C'est possible. Moi, je oui, madame. C'est personnel. Ce qui a poussé Shakespeare à inventer ce personnage? Est-ce qu'il avait une pathologie particulière? Je pense que ce qui l'a poussé à écrire tout ça, c'est le génie. Il aurait pu l'être à d'autres. Bien sûr. Pourquoi ce thème-là? Alors, je vais vous répondre sur un plan qui est un plan historique, c'est que la question qui s'est posée pour Élisabeth Ier a été la réconciliation du royaume après les guerres de religion et après la division entre les différentes dynasties. Il s'agissait de réconcilier. Sans doute est-ce une des raisons pour lesquelles tant de pièces de Shakespeare montrent au contraire les désordres de la guerre civile, les risques de la tyrannie, et on peut retrouver ça comme un film. Après, ça c'est une raison, si vous voulez, de matériau historique, qu'il ait écrit 40 pièces qui sont toutes plus ou moins différentes. On dit qu'il n'a pas de système Shakespeare, c'est que chaque pièce a sa propre logique. Alors que vous prenez d'autres œuvres, vous prenez par exemple Nathalie Sarraute, que j'aime beaucoup, mais vous avez l'impression que c'est une œuvre qui se déploie, si vous voulez, qui s'épanouit, alors que chez Shakespeare, les pièces, même si certaines figures peuvent avoir des échos, sont très différentes. Donc, c'est extrêmement difficile de vous répondre pourquoi il a écrit ça. Je pense que c'est clairement, à mon sens, c'est le plus grand génie théâtral, sans doute, en tout cas un des plus grands génies, sans aucun doute. D'ailleurs, les Anglais vous disent c'est très difficile d'écrire après Shakespeare, vous avez de la chance de ne pas avoir de Shakespeare, parce que qu'est-ce qu'on peut encore en dire après? Et je pense qu'il était un moment historique très particulier entre le Moyen-Âge, la Renaissance, une espèce de conjonction entre différents mondes, et que, sans doute, avec toutes les contradictions que ça peut donner, le christianisme, le paganisme, voilà, je crois que c'est une sorte de moment où le temps s'ouvre, si j'ose dire, et que des choses jaillissent, des sorcières, ou l'amour de Roméo et Juliette. C'est une réponse qui est peut-être un peu limitée, mais je vois difficilement comment en faire de l'occurrence. Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que si Macbeth n'avait pas parlé des songes à sa femme, est-ce que la pièce aurait été écrite? Parce que moi, je crois que c'est elle qui le pousse. Bien sûr. Bien sûr. Donc, pourquoi n'a-t-il pas appelé Madame Macbeth? Ce sera un projet théâtral, pour le coup, alors là, je reprends ma casquette de metteur en scène, assez passionnant de monter toute la pièce du point de vue de Lady Macbeth, effectivement. On pourrait imaginer qu'on la suit, elle, et qu'on voit toute l'action se passer. C'est un couple, je pense vraiment qu'il faut les penser comme un couple. C'est que il y a une forme de complémentarité, il y a une forme de réponse. Lady Macbeth a 6 scènes. Sa présence est très limitée dans la pièce. Mais elle est très importante. Absolument, elle est fondamentale. Mais vous prenez par exemple le Coriolan, une autre pièce de Shakespeare, volume 1 qui est la mère de Coriolan, elle a 7 scènes, elle est très importante. Donc il y a des personnages qui sont parfois peu présents. Lady Macbeth a peu de scènes, qui sont des scènes qui sont d'ailleurs très difficiles. On peut moins attendre le monologue de Arrachez-moi mon sexe, la tâche, etc. Donc c'est des scènes qui sont très difficiles. Mais on suit quand même le point de vue de Macbeth, globalement. C'est-à-dire on suit son rapport au crime, enfin son désir, son rapport au crime, son passage à l'acte, et c'est l'histoire d'un roi. Donc c'est pour ça que la pièce s'appelle Macbeth. Et vous avez totalement raison que sans Lady Macbeth, peut-être rien n'aurait eu. Il faudra lui demander. J'attendrai un peu. Oui. Enfin, en fait, moi j'ai plus la question du mal, en fait, de savoir parce qu'il y a des gens finalement qui ont le mal en eux
Et puis, dans quelle mesure ça va se révéler, ça peut se contrôler, la folie derrière tout ça. Enfin, il y a tous ces facteurs qui font que on peut tomber dans le mal ou contrôler. Ou peut-être que, en fait, on va dire aujourd'hui, Lady Macbeth, elle aurait fait elle aurait été suivie, elle aurait peut-être pu soigner ses problèmes, il y aurait peut-être eu un consultant conjugal, enfin bref. Mais enfin, tout ça, c'est des choses qui sont difficiles parce que. Là, vous mettez le doigt sur la question de la norme. Ouais. C'est-à-dire que la question de la folie, Nietzsche dit par exemple que la santé, la maladie est un point de vue sur la santé et vice-versa. Et après, le philosophe Deleuze a dit que la folie était un point de vue sur l'état normal. Donc, cette question de après, dans un état normal donné, on peut se dire que la folie, c'est ce qui en sort, c'est ce qui s'y oppose, etc. Donc, cette question de la folie est extrêmement intéressante, et évidemment, depuis à peu près, on va dire un siècle et demi ou 2 siècles, qu'il y a eu la psychiatrie, puis la psychanalyse, cette question est devenue de plus en plus importante, et très certainement, on peut considérer que le mal n'est pas un péché, ou voire une possession, c'est ce que vous disiez un petit peu, quand on dit le mal en soi, le mal incarné, c'était le modèle démonologique, enfin, le démon, l'exorcisme, etc., mais une question pathologique, c'est-à-dire, ça s'explique par des causes. Vous prenez Zola, par exemple, Zola vous explique que telle pathologie, Nana, déjà c'est parce que son père était alcoolique, et que donc les pathologies vont s'expliquer par des origines biologiques, si vous voulez, ou des déterminismes. Donc, on est dans un autre modèle. Mais quoi qu'il en soit, certainement qu'à l'époque contemporaine, Lady Macbeth aurait eu, enfin, il y a des exemples d'ailleurs historiques, aurait reçu un autre traitement, peut-être traitement au sens médical, ou traitement au sens judiciaire, c'est certain. La question de là où je trouve qu'il y a une grandeur dans cette époque-là, dans ce théâtre-là, dans Shakespeare et dans Macbeth en particulier, c'est que la question ne se pose pas seulement sur le plan mental, de l'hallucination, etc., qui serait un plan limité, mais qu'il y a la présence des sorcières. Elles sont là. Alors, est-ce qu'elles agissent? Il y a la présence des quatre. Donc, si vous voulez, il y a cette dimension-là qui fait qu'on n'est pas simplement dans une conscience malade. Là, je reviens à la pièce. Mais qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus cosmique, beaucoup plus qui est à l'échelle de la nature. C'est vrai qu'aujourd'hui, on aurait tendance à penser le problème d'un point de vue vraiment plus radical, sans doute. Vous avez tout à fait raison, et c'est même, on pourrait là aussi imaginer une mise en scène de Macbeth d'un point de vue totalement psychiatrique, dans un asile d'aliénés. C'est possible. Voilà. Je ne le ferai pas, mais c'est tout à fait possible, j'imagine. En tout cas, c'est une excellente question. Ça fait réfléchir. Pardon. Savoir, à l'époque, il y avait les sorcières, c'était peut-être pas des choses auxquelles on croyait, etc. Si on avait écrit Macbeth aujourd'hui, ce serait quoi les sorcières? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai une idée, mais j'aime bien savoir ce que vous en pensez. Parce que moi j'ai l'impression qu'en fait c'est vraiment elles qui ont le pouvoir finalement. Elles ont le pouvoir. Alors, réfléchissons. Qu'est-ce qui aujourd'hui a le pouvoir, fait des prophéties qui se réalisent? Les agences de notation. Voilà. Par exemple. Elles ne se réalisent pas. Voilà, elles ne se réalisent pas. Elles ne se réalisent pas. Pas encore. Ça peut être la religion. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, vous savez, en économie, ce qui se passe, ce qu'on dit, c'est que dans le système économique, dans un certain contexte, lorsque vous dites que quelque chose va se produire, vous le faites advenir. Par exemple, si vous êtes chef d'État et que vous dites que l'inflation va monter, vous allez faire monter l'inflation. Ce que vient de dire mon très cher administrateur Pierre Jean Bruno, eh bien, il a tout à fait raison, c'est ce qu'on appelle les prophéties autoréalisatrices. Vous dites la chose et ça fait se réaliser. C'est ce qui se passe au début de la pièce. Oui. La méthode, oui. Oui, si on veut. Je me lève, je me dis, je suis beau. J'arrive le soir. Mais vous l'êtes déjà, mon cher monsieur. Le verre. Au début, c'est le verre. Oui. Le chômage va intéresser. Bien sûr. Finalement, c'est le mot de Dieu, au début, était le Père. C'est-à-dire qu'on dit, et ensuite, on lit la parole.
comme on est au théâtre, évidemment que c'est le lieu où la parole résonne en particulier, et que ce que nous avons de Shakespeare, ce sont des mots, ce que dit Hamlet, des mots, et vous avez raison, parce que le début du prologue de Saint-Jean, au commencement était le verbe, et le verbe s'est fait chair, et ça se retrouve chez eux. Donc c'est vrai que le verbe, c'est la puissance de créer. Et d'ailleurs, chez Shakespeare, le verbe est toujours actif. C'est pour ça que c'est un théâtre absolument passionnant, parce que le verbe agit instantanément. On n'est pas dans une parole sans effet. La parole des sorcières a de l'effet sur Macbeth. La parole de Macbeth a de l'effet sur Lady Macbeth. La parole de Lady Macbeth a de l'effet sur Macbeth. C'est une parole qui est toujours agissante. Les paroles que le spectre de Hamlet, du père de Hamlet, vont lui dire, vont entraîner toute la pièce, etc. Donc les mots, Iago qui verse dans l'oreille d'Othello vont avoir un effet terrible. Honnêteté, il va lui dire l'honnêteté, mais qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que ta femme est malhonnête? Quoi, malhonnête? Honnêteté? Moi j'ai rien dit, monsieur. Moi j'ai dit quelque chose, mais non, j'ai rien dit. Honnêteté. Donc simplement avec des mots. C'est ce que dit Freud, avec un mot, vous pouvez rendre votre semblable heureux ou malheureux. Avec un mot. C'est puissant, et c'est pour ça que pour moi ce théâtre est extrêmement fort. C'est le verbe dans toute sa puissance agissante. Une autre question ou remarque? Moi, je me pose la question par rapport à Macbeth, parce que réellement, il tue donc au tout début le roi, Duncan, mais après, quand il devient roi, il fait tuer tous les autres. Il ne tue pas lui-même. Il les fait tuer, pourquoi? Parce qu'à l'époque, un roi, ça ne se faisait pas de tuer soi-même, ou c'est parce qu'il n'en aurait pas été capable de tuer, par exemple, Lady Macduff ou l'enfant. Je veux dire, est-ce qu'il en aurait été capable ou pas? Parce qu'il part dans la folie, mais entre partir dans la folie, vouloir tuer tout le monde et le faire soi-même, je trouve qu'il y a quand même un décalage. Je ne sais pas si c'est clair. Très clair. Alors, vous avez plusieurs manières de considérer la chose. Vous pouvez considérer que, quand vous prenez beaucoup de films policiers ou de romans policiers, il faut considérer que, enfin, en tout cas c'est une théorie qui existe, que chaque siècle a son genre. Par exemple, la tragédie, c'est le genre du XVIIe siècle. Le roman, c'est le genre du XIXe siècle. Et on a pu dire que le roman policier, c'est le genre du XXe siècle, avec l'enquête. L'enquête de savoir qui est coupable. C'est une question que le XXe siècle peut vraiment se poser. Donc, en gros, par rapport à ce que vous dites, qu'est-ce qui est pire? De commettre soi-même le crime, ou bien de le faire commettre? On peut argumenter dans les deux sens. Commettre le crime, au moins, on se confronte à l'expérience, à la mort. En même temps, il y a un rapport beaucoup plus violent. Vous prenez un film que j'adore qui est The Dark Knight, le Batman avec le Joker, qui est un film sur le mal absolument extraordinaire. Parce que le Joker, c'est ce personnage qui n'a rien d'autre comme arme que sa folie. Il n'a rien. Il n'a pas de... À un moment, il enlève tout ce qu'il a sur lui, il a juste des couteaux. Il n'a pas de super pouvoir, il n'a rien, il est juste fou. Et on ne sait pas qui il est. On ne sait pas d'où il vient, il n'a pas d'empreinte digitale, il n'a pas de nom, il n'a pas de passé, il n'a pas de projet. C'est ce qu'il dit d'ailleurs à un moment dans le film. Je vous invite à voir The Dark Knight si vous ne l'avez pas vu, c'est vraiment un chef-d'œuvre. C'est pas parce que c'est un film sur Batman que c'est pas bien. Il rend très très bien. Et il dit, le problème c'est que les gens pensent toujours qu'il y a un projet. Mais moi j'ai aucun projet. Et ça, à un moment il brûle par exemple tout un tas de billets de banque. Donc c'est ça, ce qui est terrifiant là-dedans, c'est que justement il n'y a pas de... Et il dit à un moment, j'aime bien tuer au couteau parce que j'aime bien voir la mort dans les yeux des gens. Comme ça, le contact est direct. Donc pour vous répondre, qu'est-ce qui est tuer directement? On peut dire que c'est courageux, on peut dire aussi que c'est de la jouissance encore plus sanglante, vous voyez. Donc, et symétriquement, faire tuer ce que fait Richard. Richard III ne tue personne de ses mains, sauf sur le champ de bataille. Il fait tuer. Et Macbeth, vous avez raison, il commence par tuer, et puis, privilège du roi, il envoie des assassins. Donc les deux, ça dépend comment vous regardez la chose, je pense que c'est compliqué en termes de... Oui, parce que moi, personnellement, je pense pas qu'il en soit capable, vu la réaction qu'il a au premier meurtre. Autant Lady Macbeth, on a l'impression qu'elle pourrait tuer tout le monde, elle-même, autant Macbeth, j'ai l'impression que tout le long de la pièce, il n'en serait pas capable en fait. Tous les gens qui tuent, qu'il fait tuer, il n'en serait pas capable. J'ai l'impression que c'est une petite faiblesse, je ne sais pas si on peut dire une faiblesse. C'est beaucoup plus simple de donner l'ordre quand on est roi de le faire, plutôt que de le faire soi-même, parce que c'est passé à une étape. Je trouve que c'est une autre étape. Alors, vous avez raison. En même temps, comme toujours chez Shakespeare, c'est complexe. Parce que ce qui signale dès l'entrée Macbeth, c'est le fait que c'est un soldat et que sur le champ de bataille, il a tué beaucoup d'hommes.
Et la guerre d'Oïthermie, c'est en tuant en combat singulier quelqu'un qui vient l'attaquer. C'est pas la même chose. Vous avez totalement raison. Mais dans les deux cas, oui, je vous en prie. Non, je voulais juste vous dire que c'était pas la même chose. C'est pas la même chose de tuer des soldats sur un champ de bataille que d'aller chez son ennemi, tuer sa femme et ses enfants. C'est pas du tout pareil. Alors, mais enfin bon, ça apporte grand chose d'en débattre. Ça mais bon, ça dépend pas du du tout contexte. pareil. Vous avez raison, de notre point de vue à nous, vous avez raison. Mais ça dépend du contexte dans lequel vous vous trouvez. Il y a des civilisations pour lesquelles ça fait partie du droit de la guerre. Ça veut dire que vous êtes tué sur le champ de bataille et au passage, vous allez tuer femmes et enfants. Des ennemis. Des ennemis, oui. Alors, oui, c'est vrai, elle est son ennemi aussi. Après. Vous avez raison, mais ce que dirait Macbeth, c'est que ce sont des ennemis politiques qui complotent contre lui. Oui. Je ne suis pas en train de justifier Macbeth, hein, même si j'ai beaucoup de sympathie. Non, mais c'est vrai. Juste que c'est compliqué. Après, tout le monde est son ennemi. Mais tout le monde devient son ennemi, parce que c'est lui qui veut être... Bien sûr. Ça y est, c'est pas mal. C'est comme Hitler, hein. Je ne sais pas si on a beaucoup tué lui-même. Ah, je suis très content de vous poser cette question parce que je l'attendais. Moi, je pense que alors, est-ce que Macbeth est un héros? Alors, monsieur disait... C'est bon, vous m'entendez? Oui. Monsieur, vous n'avez rien entendu en fait à ce que j'ai dit. Donc, monsieur disait, est-ce que Macbeth... ce qui me gêne, c'est qu'on dit que c'est un héros. Je vous pose la question que j'attendais avec impatience. Est-ce que vous pensez que Macbeth est un héros? Je pense qu'il est fou. C'est le héros de cette pièce. C'est le personnage qui est fou, possédé. Alors, c'est le héros. La définition du héros. Les héros au sens où il a sauvé le royaume. Voilà. C'est un héros guerrier. Voilà, c'est un héros guerrier, vous avez raison. Ce qui est d'ailleurs la définition à l'origine du héros, c'est un héros sur le champ de bataille. Vous avez totalement raison. Ça commence par un héros guerrier. Bon. C'est aussi un héros tragique parce que dès qu'il commence son premier meurtre, on sait qu'il va mourir. Et lui le sait. Et il se bat avec son destin, quelque part. Oui, absolument. Mais là, on voit, et c'est parfait parce qu'on met le doigt sur, pour moi, l'enjeu de toute cette traversée sur l'héroïsme, la complexité de cette notion d'héroïsme. Le héros, vous l'avez dit, monsieur, c'est c'est aussi le personnage d'un roman ou d'une pièce. Quand on dit le héros de la pièce, c'est pas forcément héroïque au sens où on l'entendrait, ça veut dire voilà, c'est le personnage principal. Maintenant, si on sort de cette notion du héros comme personnage principal, il y a la question de la forme de l'héroïsme. Alors, héros militaire, oui. Héros tragique, certainement, notamment parce que le héros tragique se caractérise par ses dilemmes et par ses contradictions. Et ça, Macbeth, il en a des dilemmes et des contradictions et des résistances. Là-dessus, oui. Après, est-ce qu'il y a d'autres formes d'héroïsme ou pas? Ou est-ce que, comme vous le dites, ça n'est plus un héros dès lors qu'il est criminel? Autrement dit, c'est là-dessus exactement que je voulais mettre l'accent, est-ce qu'on peut être un héros criminel? Ça dépend, Robin des Bois, il est plus méchant. Non, il ne tue pas. Non, tout. Il y en a qui tuent, c'est pas... Ça dépend de l'objectif. Ça dépend de l'objectif, oui. Par définition, dit monsieur, un héros n'est pas criminel. Vous êtes d'accord? Pas forcément. Non. Le héros, c'est celui qui va au bout de ses objectifs et qui essaye de tout faire pour les atteindre. Il considère que c'est bien vu que c'est les siens, ses objectifs. Il va faire le maximum pour aller du point A au point B. Dans son monde à lui, c'est ce qu'il fallait qu'il fasse. Donc, j'ai envie de dire, pour lui, c'est un héros. Pour quelqu'un d'extérieur qui n'est pas d'accord avec sa vision de la vie, automatiquement, c'en est pas un, je pense. C'est ma vision. Mais... Ça suppose qu'on n'est pas un criminel, on a tué pour se défendre. Enfin, je sais pas. Ça a des projets. Je sais pas. Allez-y. D'identification, quand on voit les crises qui se produisent aux États-Unis, les massacres, on a vu Columbine et tout, et où les serial killers, on voit qu'il y a certaines personnes qui suivent ces gens-là, et qui s'identifient à ces gens-là, donc est-ce qu'on pourrait les identifier comme des héros? Alors là, vous donnez pour moi un élément de réponse. Je pense que pour qu'il y ait héroïsme, il faut qu'il y ait un projet de dépassement. La question, c'est le dépassement pourquoi? On peut considérer que Hitler a eu un projet de dépassement. Donc, c'est très compliqué, hein, ces questions. Très, très compliqué. Évidemment, pardon. Déjà, on est sûr que c'est un criminel.
On est sûr, oui, alors, oui, on est sûr que ça... Un héros, je crois pas. Non, évidemment, c'est pas moi qui fais au contraire avec un spectacle sur un rescapé d'Auschwitz, il n'y a aucun risque. Non, non, évidemment, mais ce que je suis en train simplement de dire, c'est les questions qu'on se posait par rapport à ce que vous disiez, monsieur, je devine dans la pénombre, c'est que ça dépend de deux choses, ça dépend de l'ordre du monde, et ça dépend d'une logique personnelle. Oui, le libre arbitre de l'autodétermination, mais ça dépend de ce qu'un individu vise et ce qu'il va chercher à atteindre, et du monde dans lequel il est. Et c'est l'articulation entre les deux qui va permettre de définir de façon historique ce qu'est un certain modèle d'héroïsme. Pour le dire autrement, je pense que pour notre époque, il y a des figures de héros du Moyen-Âge qui ne seraient pas du tout des héros. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'héroïsme est historique, ça c'est certainement. Voilà, alors après, ça laisse beaucoup de questions ouvertes. Hein, ça. Moi je pense que quand même, il y en a certains qui sont quand même bien des héros, qui sont au minimum des héros de l'actualité. Si on parle de l'actualité, si on parle du héros en tant que personnage principal, je pense que... Alors après, est-ce que ce sont des héros ou est-ce qu'on fabrique, entre guillemets, des héros? Alors là, on y viendra à la toute fin sur la question, enfin, ce que vous dites, c'est la question de la notoriété, ça veut dire la visibilité. Et est-ce que la visibilité, ça suffit à faire de l'héroïsme? C'est vrai que dans le monde contemporain, on pourrait penser que oui. À mon avis, non. Vous voyez, c'est pas parce que quelque chose est visible que c'est héroïque. Voilà. Je pense que c'est une remise en question fondamentale de ce que c'est qu'héroïque. Oui? Ne peut-on pas dire que, pour répondre à toutes ces questions, que la raison du plus fort est toujours la meilleure? Nous allons montrer tout à l'heure. Oui. C'est-à-dire? Non, pas toujours. C'est-à-dire, ben, héroïsme pas, vous parlez d'Hitler. J'ai connu un Allemand qui était né, enfin un Allemand, c'est quelqu'un qui était né en Tchéquie, aujourd'hui, à la Sudète, qui était allemand de langue, mais qui était enrôlé de force par l'armée allemande, qui a été en Russie, ensuite, après la guerre, qui est aux États-Unis, puis qui est revenu en France, il a terminé sa vie comme Français. Je me souviens, dans son bureau, il y avait ce truc, la raison du plus fort est toujours la meilleure, encadrée. Je n'ai jamais pris comme une apologie au sens positif du terme. Mais justement, pour lui, il n'y avait pas de morale. La morale était toujours fabriquée par son époque, par les gens qui contrôlaient l'information, par la manipulation des foules. Alors, bon, c'est pas franchement mon point de vue, mais j'ai trouvé quand même que ça se défendait pas mal. Et quand vous parlez de héros, Hitler, un salaud, ouais, mais enfin, il y a quand même eu des gens pour le suivre, et ils ne le suivaient pas parce qu'ils étaient forcés. Hein. Et il a été considéré comme un héros pendant un certain temps. En Allemagne, quand il fallait une brouette pour acheter un repas, quand il a fait diminuer le chômage, je suppose que le fanatisme derrière, tout le monde s'est retrouvé derrière. Et il passait pour un héros. Mais parce que les conditions de la peine n'étaient pas viables. Si les conditions de la peine étaient autres, on verra déjà les. On peut donc se demander si le héros, c'est pas les autres. Si le héros, c'est pas les autres. Les autres. C'est la perception que les autres se font de personne. Voilà. C'est les autres qui le rendent héroïque, finalement. Il y a clairement une construction du héros par la parole. Et c'est le mot de Churchill que j'avais cité l'autre fois, quand il disait « l'histoire jugera », mais souvenez-vous que c'est moi qui vais écrire l'histoire. Il était aussi écrivain, prix Nobel de littérature. Donc vous avez bien raison que qu'est-ce qu'un héros qui n'est pas célébré? Qu'est-ce que Roland sur la chanson de Roland, etc. En tout cas, là, on touche des points extrêmement sensibles sur cette question de l'héroïsme et de la relativité, ou en tout cas du caractère historique, et comme vous disiez, que ça dépend à la fois du regard extérieur. Alors, regard extérieur qui m'est donné par ma chère collaboratrice Gabrielle Géraud, qui s'occupe de la fabrique des idées au sein de la compagnie Caractère, à qui je vais passer la parole, mais non sans vous remercier de votre écoute pour cette deuxième conférence de ce cycle, proposée ici par la compagnie Caractère pour la faire des jeux. Donc, voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Je passe la parole à Gabrielle.